Chers élèves de quatrième, bonjour. Donc, on commence un nouveau chapitre, un grand chapitre extrêmement important, c'est le théâtre. Vous avez fait votre travail de recherche que je vous ai demandé. Ceci est une correction un peu complète puisqu'il y a des éléments que je ne vous avais pas demandés. Il est très important que vous ayez une vue d'ensemble de l'histoire du théâtre. Alors, ça peut vous paraître extrêmement compliqué, confus, parce que de l'Antiquité au XIXe siècle, ça couvre quand même un grand laps de temps, mais il est très important que vous ayez une vue d'ensemble. C'est pourquoi je vous propose que soit vous écoutez toute ma petite vidéo, soit vous prenez le temps de prendre des notes, de mettre sur pause. Vous travaillez un petit peu comme vous le voulez, comme avec ce qui vous convient le mieux. Il est important, je pense, en fin de quatrième, d'être capable de prendre des notes avec un cours qui est énoncé. Je sais que c'est pas facile, vous ne me voyez pas, moi je ne vois que mon écran, je n'ai aucun retour, c'est extrêmement compliqué. Mais on va faire de notre mieux et on va y arriver. Alors, je commence. Euh, où le théâtre a-t-il été inventé? Eh bien, il a été inventé en Grèce et à peu près au VIe siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez ici, j'ai pris une photo d'Épidore, on va voyager, c'est ça qui est magnifique. Épidore se situe en Grèce et vous voyez que le théâtre est construit sur une colline. Je fais descendre ma souris. Et la scène se trouve en bas. Vous remarquez peut-être qu'il y a, la photo n'est pas de très bonne qualité, une petite pierre ronde. C'est ici que se tiennent les acteurs qui jouent. Et donc les spectateurs qui, eux, se trouvent tout en haut, entendent parfaitement. Évidemment, nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ, il n'y a pas d'électricité, donc pas de micro. Comment les spectateurs entendent-ils? Eh bien oui, grâce à la résonance de la voix sur la pierre. Si vous, un jour vous avez la chance d'aller à Épidore, vous vous mettez sur ce petit rond de pierre et vous envoyez vos parents qui montent les gradins. Une fois qu'ils sont tout en haut, vous dites à vos parents, papa, maman, je vous aime, sans parler plus fort, et vos parents, bien entendu, vont entendre parfaitement ce que vous dites. C'est extrêmement impressionnant, et on voit que les Grecs sont vraiment très ingénieux, parce qu'on n'a rien inventé de mieux aujourd'hui. Alors, en Grèce, des petites précisions. Ça, c'est pour votre culture générale. J'en profite. Prenez des notes si vous voulez. Les femmes n'ont pas le droit d'être actrices. Donc, ce sont des hommes qui jouent et qui jouent même les rôles féminins. Donc, forcément, ça fait rire un petit peu. Même parfois beaucoup. Ce sont des tragédies que jouent les Grecs. Les Grecs aiment bien puiser leur inspiration dans des textes connus de tous. Donc, vous connaissez un grand auteur grec, Homère, qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Ils prennent aussi leurs histoires dans la mythologie. Et donc, il s'agit souvent, dans la mythologie, vous voyez, d'une malédiction qui détruit toute une famille. Donc, ce sont des tragédies. La tragédie, ça se passe mal. Il y a toujours un mort à la fin de la pièce. Je vous donne le nom de 3 grands tragiques grecs. Vous les reverrez au lycée: Échille, Sophocle, Euripide. Donc, voilà, les acteurs sont payés par l'État et ils portent, alors attendez, ils portent des masques. Euh, Pourquoi je les ai appelés hypocrites? Ah, à votre avis, parce que un masque en grec, cela se dit hypocrites. Hypocrites, c'est un masque, et un masque qui cache le vrai visage de l'acteur. C'est pour ça qu'en français, ça a donné le mot, l'adjectif hypocrite. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui cache son vrai visage. Vous voyez bien que les masques ont des mimiques. Cela permet à tous les spectateurs de voir ou au moins de discerner les mimiques que l'acteur veut donner à son personnage. Encore une fois, le monde moderne n'a rien inventé. À la fin de la tragédie, le public vote pour savoir s'il a aimé ou s'il n'a pas aimé la pièce. Donc, et le jury est constitué de 10 citoyens qui sont tirés au sort. Donc, vous voyez que la télé-réalité n'a absolument rien inventé. Les
Donc on est en Grèce au VIe siècle. Les voisins des Grecs, les Romains, se disent: «Oh mais c'est une bonne idée de construire, des théâtres et de divertir le peuple». Donc ils veulent organiser, des pièces de théâtre. Auparavant, ils profitent des avancées techniques avec l'amélioration phonique. Phonique, hein, phoné, c'est le son. Quelle différence voyez-vous avec le théâtre d'Épidore? Vous voyez bien qu'ici, il y a un mur de scène qui a été construit. Mur de scène qui a différentes possibilités, différents avantages, c'est-à-dire que les comédiens peuvent se changer derrière, et le son des personnages peut également se répercuter sur le mur et être renvoyé au spectateur. Là, vous avez un théâtre romain qui se situe donc à Ostie, non loin de Rome, et il est en excellent état de conservation. Donc je disais que les Romains, bah voilà, prennent l'idée aux Grecs du théâtre, mais les Romains, c'est un peuple qui aime s'amuser. Donc faire des tragédies où il y a des gens qui meurent, qui sont tristes, où il y a un accablement du destin, ils n'ont pas envie. Donc les Romains dédient leurs pièces de théâtre à qui? Eh bien au dieu Bacchus, le dieu du vin. Vous voyez donc que ça change tout à fait de tonalité, hein. Euh, le théâtre devient réellement en Grèce un lieu de divertissement. Le théâtre est gratuit, c'est l'État qui paye tout. Euh, les Romains donc apportent ce fameux mur de scène et leurs théâtres sont immenses. Ils construisent le théâtre de Pompée, hein, fait 27 000 spectateurs, c'est énorme. Et par, pour que vous puissiez comparer, l'Opéra de Paris donc, contient, lui, simplement 2150 places. Donc c'est vraiment ridicule à côté, hein. Euh, Les Romains aiment rire, ils aiment faire la fête, ils aiment boire et ils créent des personnages un petit peu typiques, comme un vieil avare, la jeune fille à marier, le médecin qui n'y connaît rien mais qui fait semblant de soigner des personnages malades. Et quand je parle de ça, quand je parle du vieil avare, quand je parle d'une jeune fille à marier, quand je parle d'un malade qui se croit malade ou d'un médecin qui ne sait pas soigner, à qui pensez-vous? À quel grand auteur de comédie pensez-vous? Bien évidemment à Molière. Mais Molière n'était pas romain dans l'Antiquité, il a simplement repris les bonnes idées des Romains. Euh, donc lui non plus n'a rien inventé, il a juste extrêmement amélioré les idées des Romains. Pour les Romains, les acteurs sont des esclaves. Et pour être vus de loin, les acteurs portent des perruques et ils se maquillent le visage avec des couleurs vives. Mais à Rome va arriver un grand divertissement avec l'extension de l'Empire romain, les latinistes pourront le dire, hein, les jeux du cirque. Alors je vous ai mis une petite phrase latine pour que vous puissiez continuer à parler latin, hein. Panem et circenses. J'ai pris ça dans un poème de Juvénal. Panem, c'est le pain, et circenses, et les jeux du cirque, comme vous le voyez ici, en haut. Euh, Ce sont des esclaves qui sont mis à mort parmi les gladiateurs. Et donc les Romains préfèrent voir du sang couler dans l'arène que de voir des comédies aussi divertissantes soient-elles au théâtre. Et c'est pour ça que dans l'Antiquité, à Rome, hein, au 1er siècle avant Jésus-Christ, eh bien, les jeux du cirque remplacent le théâtre. Et le théâtre est complètement abandonné. Et donc pendant 600 ans, il n'y a plus eu de théâtre. Et donc on fait un grand saut dans le temps. On quitte le 1er siècle avant Jésus-Christ et on va arriver au Moyen Âge, donc à peu près 11e siècle. Le Moyen Âge. Donc vous voyez, on a fait un grand voyage. Au Moyen Âge, que se passe-t-il en France? Eh bien, la religion catholique est extrêmement présente et c'est grâce à la religion catholique et à l'Église que le théâtre renaît. Je vous ai mis une petite illustration d'un théâtre de rue, parce que le théâtre a trouvé sa renaissance dans la rue. Vous voyez des espèces de petits diables, de petits démons, hein, et à côté des espèces de, enfin, pas des espèces, des anges, hein, qui sont représentés. Donc c'est vraiment, ce sont vraiment des scènes bibliques, des scènes d'évangélisation, des scènes de catéchèse qui sont joués. Et ça a du succès. Ça a vraiment beaucoup de succès. On appelle ça des mystères, d'ailleurs. Voilà.
qui sont joués. Ça a tellement de succès qu'après, du coup, le théâtre est joué dans les églises. Et puis petit à petit, eh ben, on abandonne les sujets religieux et on prend des sujets plus profanes. Vous avez vu en cinquième la farce, ce qu'est la farce, hein, une pièce comique. Et donc ces farces sont jouées lors des mariages, lors des fêtes populaires. Et tout est gratuit puisque c'est joué dans la rue. Mais en 1444, il y a la fête des fous. Alors vous allez me dire que vous ne connaissez pas cette fête, mais moi je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, puisque Victor Hugo, le grand auteur que vous connaissez bien maintenant, a écrit un livre magistral qui s'appelle Notre-Dame de Paris et qui commence en 1444. Et la scène d'ouverture que vous n'avez peut-être pas lue, mais vous avez sûrement vu le dessin animé quand vous étiez petit, le bossu de Notre-Dame, je pense que c'est le titre de Disney, mais le roman s'appelle Notre-Dame de Paris. Au début de Notre-Dame de Paris, il y a l'élection du fou le plus laid qui puisse exister à Paris. Et forcément, qui est élu? Eh bien, c'est Quasimodo au début de Notre-Dame de Paris. Cette fête des fous a réellement existé. Victor Hugo n'a fait que la reprendre au début de son roman. La fête des fous, en fait, c'est une inversion des valeurs. C'est-à-dire que les serviteurs, le temps d'une journée, prennent le pouvoir. Les paysans commandent les seigneurs. Le simple prêtre commande à l'évêque, etc. Donc c'est vraiment une inversion des valeurs et tout le monde s'amuse. Il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. Mais cela déplaît fortement, fortement à l'Église qui se sent ridiculisée dans son autorité et qui donc interdit ces pièces de théâtre. Et donc pour la deuxième fois, le théâtre disparaît.